Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré à la campagne de vaccination contre les papillomavirus et les infections invasives à méningocoque, ACYW. Vous êtes association de parents d'élèves. Nous avons organisé ce webinaire spécifiquement pour vous. Vous êtes nombreux à vous être connectés. Là, vous êtes déjà près d'une centaine, sachant qu'initialement, vous étiez près de 350 inscrits. Je suis le docteur Anne-Sophie Renaud-Baron et je vais co-animer ce webinaire avec le docteur Christophe Julien. Nous travaillons tous les deux donc, à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, à la direction de la santé publique. Pour ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Cécile Janssen, qui est médecin infectiologue au centre hospitalier d'Annecy. Nous la remercions par avance pour toute l'expertise qu'elle va nous apporter dans le domaine des HPV, des méningites, également dans le cadre des vaccinations contre ces pathologies. Quelques informations avant de démarrer pour que notre webinaire se déroule dans les meilleures conditions possibles. Tous vos micros sont coupés, donc de ce fait, vous ne pouvez pas intervenir oralement. Par contre, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du déroulement de ce webinaire sur conversation, et nous y répondrons à la fin de cette présentation durant à peu près une demi-heure d'échange qui est prévue à cet effet. Si nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes vos questions ou si vous avez des questions après le webinaire, eh bien, vous pourrez les poser sur l'adresse mail qui s'affiche sur cette diaporama. Nous vous informons également que cette session est enregistrée. Ça nous permettra de faire un replay qui sera prochainement disponible sur le site de l'ARS. Voilà pour nos intervenants pour ce webinaire, Dr Cécile Janssen, Dr Anne-Sophie Renaud-Baron, moi-même et le Dr Christophe Julien. Alors, avant de démarrer, on a souhaité vous expliquer le nouveau calendrier vaccinal de 2025. Vous savez que chaque année, il y a un nouveau calendrier vaccinal qui sort au moment de la Semaine européenne de vaccination, en avril de chaque année, pour vous montrer que la période des 11-14 ans est une période charnière pour vos enfants dans le cadre des rappels de vaccination. Vous voyez en vert la diphtérie, tétanos, polio, coqueluche avec ce rappel à 11-13 ans. Le méningocoque, c'est ACYW qui est désormais recommandé entre 11 et 14 ans et qui sera proposé dans le cadre de la nouvelle campagne de vaccination 2025-2026. Et enfin, la vaccination HPV qui est proposée depuis la 3e année scolaire dans tous les collèges de France. Vous avez en grisé toutes les vaccinations qui sont désormais obligatoires depuis le 1er janvier 2018. Il y en a actuellement 11. Quels sont les sujets que nous allons aborder durant ce webinaire? Concernant les HPV ou les papillomavirus, on expliquera qu'est-ce que c'est que le HPV, la vaccination, qui est un vaccin sûr et efficace. On abordera les couvertures vaccinales en France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Deuxième sujet, les infections invasives à méningocoque, qu'on appelle plus communément les méningites, et on verra comment on peut s'en protéger grâce à la vaccination. Et enfin, on vous expliquera les modalités de la campagne de vaccination au collège pour cette année 2025-2026, comment elle va être déployée en Auvergne-Rhône-Alpes, et on vous expliquera aussi les outils qui sont mis à votre disposition, ainsi que tout l'aspect communication de cette campagne. Sans tarder, donc, je laisse la place au docteur Cécile Janssen
pour papillomavirus ou HPV et vaccination. Merci, docteur Renaud Baron. Je suis donc effectivement infectiologue à l'hôpital d'Annecy et pour cette première partie, je vais essayer de vous présenter assez succinctement ce qu'est le papillomavirus, les pathologies qui sont entraînées par une infection à papillomavirus et comment on peut s'en prémunir. Donc, on sait qu'en France, il y a grosso modo 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus et 1000 décès par an chez les femmes qui sont liés au papillomavirus. On reviendra également sur les infections qui touchent les garçons. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore une couverture vaccinale satisfaisante pour correctement protéger nos adolescents afin de leur éviter ces cancers tout au long de leur vie. Et avoir le papillomavirus, c'est quelque chose de très fréquent puisque 70 à 80% des hommes et des femmes vont être exposés au papillomavirus dans leur vie et le porteront d'une façon ou d'une autre. Vous verrez, il y a plusieurs papillomavirus. Diapositive suivante. Alors, les maladies que vont entraîner le papillomavirus sont des cancers ou des verrues, des condylomatoses. Ici, vous voyez représenté ici, donc je vous l'ai dit en introduction, 3000 cancers féminins qui sont les cancers du col de l'utérus dont on parlait. Ce ne sont pas les seuls cancers qui peuvent être attrapés par la femme. Il y a aussi les cancers de ce qu'on appelle la sphère ORL, la gorge, les voies aériennes et digestives supérieures. Il y en a 400 par an. Les cancers de la vulve et du vagin, 200 par an. Les verrues, au niveau de l'anus et au niveau génital, 50 000 par an. Et des cancers de l'anus, 1100 par an. Chez les hommes, de même, il y a un risque qui est plus important des cancers ORL, de la gorge, des voies aériennes supérieures, médiés par le papillomavirus, 1300 par an. Des cancers du pénis, 100 par an. Des verrues, au niveau de l'anus et au niveau génital, 50 000 par an. Et des cancers de l'anus, 400 par an. Donc ça, c'est ce que l'on a comme maladie induite chez la femme et chez l'homme en France par le papillomavirus. Diapositive suivante. Ce virus, en fait, ce sont des virus. C'est-à-dire que c'est la même famille de virus, mais il y en a à peu près 200. Parmi ces 200, 120 vont être susceptibles d'infecter l'homme. Et 40 auront ce qu'on appelle un tropisme anogénital, c'est-à-dire plutôt une localisation au niveau de l'anus et au niveau des voies génitales. Il y a 12 papillomavirus qui sont cancérogènes, démontrés. C'est-à-dire que si on les attrape, on a un risque de développer un cancer. Et parmi ces 12, il y en a 2 qui sont particulièrement agressifs, le 16 et le 18. Quand on a une vie normale, vie sexuelle, mais vie normale en contact entre hommes et femmes, hommes et hommes, femmes et femmes, on a un risque de se transmettre un virus qui est ce papillomavirus. Et ce virus va se poser sur la sphère anale, sur la sphère génitale, parfois sur la sphère orale, comme vous l'avez compris, et va rester présent pendant plusieurs années. Son agressivité, le fait de fabriquer des cancers, c'est qu'au final, il va venir investir les cellules sur ces muqueuses et il va entraîner une progression de la modification de ces cellules qui vont aller, pour certaines, pas pour toutes, mais pour certaines, jusqu'au cancer. Et c'est la raison pour laquelle il lui faut plusieurs années, une dizaine d'années, pour faire un cancer. C'est la raison pour laquelle il faut anticiper, avant même d'être en contact avec le papillomavirus, l'infection, de façon à éviter que le virus vienne se positionner sur ces muqueuses, dans ces cellules, et entraîner ces cancers ou ces verrues. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Alors, je parle de cancer et de verrues, c'est important parce que il y a pour les verrues
qui font un peu moins peur, hein, pour les lésions précancéreuses, la possibilité, bien sûr, de traiter. Donc, on peut se pencher un peu là-dessus. Eh bien, en fait, le traitement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça a un impact physique, le fait d'avoir un traitement qui est long, qui est douloureux. On peut utiliser euh, soit au niveau de la vulve, de l'anus, de la verge, de la gorge, des traitements chirurgicaux ou des crèmes qui vont brûler ces zones, ces lésions verruqueuses, et c'est souvent douloureux. Il y a des échecs thérapeutiques et des récidives qui sont fréquentes, puisque c'est 20 à 50% de récidives. Et puis, psychologiquement, c'est difficile d'avoir une verrue sur ces zones qui sont au niveau de la relation très... On n'a pas envie d'avoir une verrue à cet endroit-là. On a peur ensuite que ce soit visible soit par le partenaire, soit au niveau de la bouche, ne serait-ce que par l'entourage. Donc voilà, émotionnellement, c'est difficile. Et puis, bien sûr, ça entraîne des modes de vie qui sont des modes de vie qui vont vers l'exclusion sociale, une crainte de la récidive, de se recontaminer, une abstinence sexuelle, le fait qu'on puisse, si on a un traitement agressif, ne plus pouvoir se poser des questions sur le fait de pouvoir avoir des enfants, etc. Donc, on peut éviter tout ça. Diapositive suivante. On voit là sur cette diapositive le pourcentage de risque que l'on a lorsqu'on a un cancer sur le col de l'utérus, de l'anus, le vagin, le pénis, la vulve, l'oropharynx, le pharynx, c'est-à-dire la gorge et le carrefour entre la gorge et l'appareil respiratoire plus bas, la cavité orale, la bouche, le larynx, ce qui nous permet de parler. Eh bien, en fait, on voit le pourcentage de risque de développement avec le papillomavirus de ce type de cancer. Diapositive suivante. Alors, c'est intéressant, j'ai mis la photo de cet acteur très connu qui a effectivement eu un cancer de la gorge et qui a dit ben oui, en fait, j'ai pas de doute, le papillomavirus était responsable de cette infection. Et donc, il y a une étude qui s'est faite, des études qui sont faites au niveau des États-Unis parce qu'ils se sont alertés devant l'augmentation des cancers de l'oropharynx de 225% entre les années 88 et 2004 aux États-Unis. Alors, l'augmentation, elle n'est pas uniquement liée au papillomavirus, bien sûr. Associé au papillomavirus, il y avait la consommation d'alcool, de tabac, et par contre, ça touchait plutôt les plus jeunes, ce qui n'est pas vraiment fréquent dans la problématique des cancers, avec des localisations particulières au niveau de la base de la langue, ce qui fait des chirurgies très délabrantes, très handicapantes, et des amygdales. On voit que le papillomavirus, dans ses atteintes au niveau de la gorge, aux États-Unis, ça touche presque 70% des personnes qui ont un cancer de la gorge, le fait que ce soit lié au papillomavirus, alors que dans le monde, on est plutôt sur 25%, en France, 40%. Diapositive suivante. On peut éviter ces infections et ces cancers grâce à la vaccination. Alors là, je vous montre une étude que je vais vous expliquer tranquillement. C'est une étude qui a analysé l'efficacité en vie réelle des vaccins. C'était une étude qui s'est basée sur des données très importantes, puisque la base de données, c'était 1,6 million de jeunes femmes. Et ils sont partis des données du registre suédois, c'est une étude suédoise, qui a comparé l'incidence des cancers du col de l'utérus chez les jeunes filles et les jeunes femmes vaccinées, comparée à celles qui n'étaient pas vaccinées. Et ils ont pris l'ensemble de la population des jeunes filles et des jeunes femmes suédois de 10 à 30 ans entre 2006 et 2017 et ils ont analysé. Et donc, on a observé, grâce à cette étude de très grande ampleur, une réduction significative du risque de cancer du col de l'utérus, de 88% quand la vaccination était initiée avant 17 ans et de 53% quand la vaccination était initiée entre 17 et 30 ans. Donc, plus on initie la vaccination jeune, moins on a de risque de développer un cancer. Diapositive suivante. Alors, on va zoomer, grâce à cette diapositive, sur cette courbe publiée dans cette étude. Et donc, on voit que les personnes qui ne sont pas vaccinées, on voit l'âge. En bas, vous avez 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, c'est l'âge de suivi de ces femmes.
Et 0, 25, 50, 75 et 100, c'est l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cancers cumulatifs pour 100 000 personnes. Et on voit que ceux qui n'étaient pas vaccinés, eh ben, ils ont un risque qui monte fort, comparé à ceux en bleu qui avaient été vaccinés entre 17 et 30 ans, et ceux en vert où en fait la courbe est plate, ceux qui ont été vaccinés à moins de 17 ans. Diapositive suivante. Ça me paraissait intéressant de vous le montrer parce que forcément, vous avez probablement déjà un petit peu entendu parler de ces problématiques et vous y êtes peut-être intéressé avant de regarder cette présentation. Mais souvent, on ne parle pas de l'impact médico-économique, c'est-à-dire l'impact au niveau des coûts de santé, de prise en charge des cancers du col de l'utérus, des cancers de la vulve, du vagin, de l'anus, des dysplasies cervicales, des verrues génitales. Eh bien, on voit que ça coûte en millions d'euros, 103 millions d'euros pour le cancer du col et 46 millions pour les verrues génitales. Et c'est un coût annuel. Diapositive suivante. Et si on y associe hommes et femmes, on voit que rien que sur les verrues génitales, c'est plus de 90 millions d'euros qui pourraient être évités comme dépenses au moment où on a éradiqué le portage de ces papillomavirus. Diapositive suivante. À l'échelle mondiale, il y a une stratégie 2030 qui a été présentée en 2018 et une lutte qui aimerait que on ne soit plus obligé de dire qu'une femme meurt du cancer du col de l'utérus toutes les 2 minutes. Chacun de ces décès est une tragédie, bien sûr, mais elle peut être évitée. Et donc, la stratégie OMS, c'est que 90% des filles soient entièrement vaccinées contre le papillomavirus à l'âge de 15 ans, que 70% des femmes bénéficient d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à l'âge de 35 ans et à nouveau à 45 ans, et que 90% des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée reçoivent un traitement. Et donc, on souhaiterait éviter plus de 62 millions de décès d'ici 2120. Diapositive suivante. On sait que des interventions très efficaces et très rentables, reposant sur des preuves scientifiques, peuvent nous permettre d'éliminer le cancer du col de l'utérus en tant que problème de santé publique. Les demi-mesures, les approches progressives ne vont pas suffire, et c'est la raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé a mobilisé tous les pays adhérents de façon à ce que chacun puisse avoir accès à cette prévention. Diapositive suivante. Nous ne sommes pas égaux. Dans le monde, en fait, tout le monde va avoir une proposition vaccinale dans les pays qui sont colorés. Diapositive suivante. Mais on voit qu'en France, pour l'instant, et ce sont des données qui sont 2019, je vais vous donner des données plus récentes, on est un peu à la traîne. Dans les deux schémas sur la droite, ce que vous voyez, c'est high income country et low middle income country, ça veut dire les niveaux économiques des pays. Et donc, on est sur des échelles similaires en termes de programme de couverture vaccinale. Et on voit que la France, même par rapport à des pays avec un niveau économique bien plus bas, est un peu à la traîne pour des raisons qui sont inhérentes au fait qu'on applique ou on n'applique pas les recommandations. Diapositive suivante. La vaccination, pourtant, est assez simple, puisque comme vous le voyez ici, en fait, c'est 2 injections de vaccin à 11 jusqu'à 14 ans révolus, donc jusqu'à 15 ans, jusqu'à ce que l'enfant souffle ses bougies de 15 ans. On peut faire uniquement 2 doses qui vont être espacées de 6 mois. Si on dépasse ces 15 ans, eh bien entre 15 et 26 ans révolus, donc jusqu'à 27 ans, hommes et femmes confondus, à ce moment-là, on fait 3 doses, puisqu'on n'a pas exactement la même immunité, pour pouvoir avoir une très bonne immunité et une bonne efficacité. Alors, bien entendu, si jamais les enfants sont immunodéprimés, on va vacciner et on peut vacciner plus tôt. Donc, vacciner à partir de 9 ans, c'est pas un souci.
Bien entendu aussi, vous l'avez compris, hein, on va quand même y associer des frottis et des dépistages à l'âge de 25-30 ans, avec 2 examens pour les femmes, et à partir de 30 ans et jusqu'à 65 ans, juste tous les 5 ans, s'il n'y a pas d'anomalie lors des premiers examens, on fait un point avec les spécialistes gynécologues. Pour les hommes, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de rendez-vous systématique et ce n'est que quand il y a des symptômes, malheureusement, que l'on va faire un dépistage un peu tardif avec des diagnostics un peu tardifs des cancers et les conséquences qu'on connaît. Diapositive suivante. Alors, la couverture vaccinale, je vous avais dit que je vous en parlerai. Diapositive suivante. Donc, ça, c'est une diapositive qui vous montre, pour les filles, les 2 doses à 16 ans, qu'il y a des inégalités. On voit que, en fonction de lieu où vivent les enfants et où grandissent les enfants, on est plus ou moins bien vaccinés. Diapositive suivante. On va le voir sur les quelques diapositives qui suivent. C'est pareil pour les garçons, voire c'est presque plus marqué pour les garçons. Diapositive suivante. Et là, c'est pour nos enfants de 12 ans. On est quand même et on a quand même évolué, hein, sur les données de juin 2024. Vous voyez qu'en région Aura, on est à 61% des jeunes filles qui sont vaccinées et 47% des garçons de 12 ans qui sont vaccinés. On a donc gagné 20 points de vaccination. C'est déjà très bien, mais il faut qu'on atteigne plus de 90%, comme nous le recommande l'Organisation mondiale de la santé. Diapositive suivante. Alors là, pourquoi j'ai gardé cette diapositive? Pour la carte à droite. Vous voyez qu'il y a indéniablement une meilleure couverture dans l'ouest que dans l'est. Et donc, on peut tout à fait privilégier nos enfants en leur permettant de se faire vacciner plus aisément. Diapositive suivante, sachant que, bien entendu, à cet âge-là, ils peuvent être vaccinés soit au collège, soit à la pharmacie, soit auprès des médecins traitants. Diapositive suivante. Alors, les infections invasives à méningocoque et la vaccination. Donc là, on passe à un autre pathogène. Ce n'est plus un virus, c'est une bactérie. Je vous ai mis des petites photos de cette bactérie-là à droite. C'est ce qu'on appelle la microscopie électronique. Donc là, on voit sur une gorge, tout en haut en gris, ces petites bactéries qui sont accrochées à la gorge parce que c'est là où elles se positionnent au départ. Et elles ont cet aspect-là, avec, on voit tout en bas une paroi de la bactérie et c'est les petits pili, ce qui ressemble à des petits fils violets qui font, et la paroi en elle-même, qui font l'agressivité de cette bactérie. C'est ce qu'on appelle une infection à bactéries encapsulées, parce qu'il y a une capsule et que cette capsule contient les molécules qui vont faire que, malheureusement, eh bien, le méningocoque va entraîner des symptômes parfois ravageurs. Diapositive suivante. Donc, on est porteur et on peut faire juste une pharyngite parfois à méningocoque, mais on peut être aussi totalement asymptomatique, pas de symptômes quand on est porteur. Et par contre, certains d'entre nous, et malheureusement, ça peut être n'importe qui, va faire une infection. Alors là, le méningocoque ACY-WB, je vais vous en parler progressivement, mais je voudrais quand même vous montrer cette diapositive avec une précision de ce que ça donne comme symptômes, soit des infections avec des septicémies, la circulation dans le sang de la bactérie, des méningites, donc la bactérie va dans les parois et faire une inflammation des parois autour du cerveau, et des septicémies avec méningite. Et vous imaginez bien que tout ça va entraîner malheureusement la personne infectée vers des complications extrêmement graves qui vont vers le décès dans 15% des cas. On a des sites qui sont parfois, c'est plus rare, mais ça arrive, par exemple chez les adolescents, malheureusement, c'est des formes qu'on voit plus souvent chez les adolescents, qui ont des formes un peu
atypiques, donc au lieu d'avoir de la fièvre, mal à la tête et des boutons, comme vous le voyez à droite, qui deviennent des grosses plaques noires qu'on dit purpura fulminans, purpura nécrotique, eh bien, on a des atteintes qui sont un peu moins visibles et qui vont faire qu'on va prendre du retard avant de mettre une antibiothérapie et que l'enfant ou le jeune adulte a un risque de mourir. Je dis enfant ou jeune adulte, mais ça touche également les adultes plus âgés. Les signes peuvent être une atteinte articulaire, une pneumonie ou des nausées, des vomissements, une atteinte purement digestive. Diapositive suivante. Donc, ces méningites, ces septicémies, ces atteintes à méningite, à méningocoque, donc je vous l'ai dit, ont un taux de mortalité grosso modo de 8 à 15%. Donc 15% des gens qui vont être infectés vont mourir parce qu'on a du mal à faire le diagnostic assez rapidement et que c'est très agressif. Les séquelles chez les gens qui vont survivre et qui vont avoir eu l'infection même traitée, ben c'est 10 à 20% des cas. Et parfois plus chez les jeunes enfants, puisque chez l'enfant, on monte jusqu'à 25% des cas, 30% des cas. Avec quoi comme séquelles? Ben, la surdité, ce qu'on appelle des troubles cognitifs, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à réfléchir, à parler, à construire de façon correcte dans sa vie et on a des troubles mentaux, des convulsions, crise d'épilepsie, des paralysies et des troubles du comportement. Les nécroses cutanées que vous avez vues sur les images, ben, malheureusement, peuvent entraîner des amputations et des cicatrices très étendues. Donc, c'est très délabrant. Diapositive suivante. Alors, ça reste une maladie qui est dépendante de plusieurs bactéries. Et vous voyez là, de type méningocoque, les noms des sérogroupes dont je vous ai parlé dans le monde. Donc, la répartition n'est pas tout à fait la même en fonction de la zone où l'on vit. Et on voit que là, en Europe, ben, vous avez essentiellement la moitié des cas, c'est du B, et l'autre moitié se partage avec le C, le Y et le W. Sur la diapositive à gauche, ben, vous voyez qu'en France, malheureusement, notre couleur très sombre nous fait dire qu'on est moins bien protégé que dans les autres pays européens. Donc, une fois encore, parce qu'on doit encore s'améliorer en termes de couverture vaccinale. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement ces schémas. Donc ça, vous les retrouvez sur quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Santé publique France publie un bulletin et qui explique à l'année comment ont évolué les épidémies. Donc là, déjà, sur la première des images en haut à gauche, sur la première des figures, bah, vous voyez ce qui s'est passé juste avant le Covid. C'était ce qui était en noir, la ligne noire, et les interlignes grises. Et donc, on avait une épidémie qui, comme ça, dans l'année, était ainsi décrite. C'est cumulatif, hein, c'est-à-dire qu'on cumule le nombre de cas sur cette courbe. Et puis après, ben, pendant la période où on était masqués, où on était isolés, où on était confinés, ce qu'on n'a pas du tout envie de refaire, eh bien, on a une diminution, et on comprend bien, je vous l'ai dit, hein, c'est un portage pharyngé, donc une diminution de la transmission, puisque ça se transmet par les gouttelettes, quand on se parle, quand on s'embrasse. Voilà. Et donc, ben, on a vu ensuite, après la période épidémique, une remontée non négligeable, puisque ça a dépassé la courbe pré-épidémique. Donc, regardez la courbe 2023-2024 et regardez la courbe 2024-2025. Avec ben, un nombre de cas très important en 2024-2025, d'autant plus important que l'épidémie de grippe a été très longue et assez agressive pour entraîner des modifications au niveau du pharynx, au niveau de la gorge, qui ont donné ben, la place à la bactérie pour s'infiltrer et être responsable d'un nombre de cas bien supérieur à l'année d'avant. En 2024, 616 cas ont été diagnostiqués et c'est une augmentation de 10% par rapport à 2023. C'est le nombre annuel de cas le plus élevé depuis 2010. Par sérotype, ben, on va le voir, hein, mais vous voyez déjà sur la courbe du bas que le sérotype B ben, est en rouge le plus élevé, puis après il y a le W, le Y et le C tout à plat.
Il y a eu une question en tout début de topo qui disait il faudra m'expliquer la différence entre Nesvac et Nimenrix. Nesvac, c'est un vaccin qui protégeait contre le C et on a changé les recommandations vaccinales récemment parce que, comme vous le voyez, on s'adapte à l'épidémiologie, à la circulation des bactéries. Et donc, grâce au vaccin C, on a écrasé la courbe grise tout en bas. Mais par contre, il faut maintenant s'adapter et vacciner avec des vaccins qui vont écraser les autres courbes. Diapositive suivante. Sur l'épidémie, pourquoi on vaccine nos adolescents? Voyez tout simplement le nombre de cas d'infection invasive. Je vous ai entouré en rouge nos adolescents, ils sont là. Et donc, bien sûr, il y a des cas qui sont nombreux chez les tout petits, avant 1 an. Donc, on vaccine avec les vaccinations obligatoires pour protéger ces tout petits avant 1 an. Mais il faut vacciner nos ados pour plein de choses. D'abord pour eux, pour les protéger, pour éviter qu'ils ne soient contaminés et que malheureusement, soit ils décèdent, soit ils aient les séquelles de ces infections. Et aussi pour éviter qu'ils transmettent à leurs petits frères, à leurs petites sœurs et à leurs parents, à leurs grands-parents. Diapositive suivante. Là, c'est la répartition et l'évolution des infections invasives sérotypiques en fonction de l'âge. Vous voyez là les sérotypes B, Y et W en lettres vertes et vous voyez le nombre en rouge en 2024 d'infections invasives à méningocoque par âge. Donc, on voit que les adolescents, quand ils sont vaccinés à 11-14 ans, ça permet d'éviter les cas des 16-24 et des plus âgés. Diapositive suivante. Alors, là, c'est une représentation un peu différente et en chiffres, avec le nombre d'infections invasives par classe d'âge. Je vous ai entouré les 15-24, donc que l'on évitera bien entendu en vaccinant à 11-14. J'aurais pu entourer plus largement. Et puis, la répartition en pourcentage et en nombre pour les infections invasives à méningocoque B, à méningocoque W, à méningocoque Y. Et puis à droite, la même représentation en pourcentage par classe d'âge. Et on voit donc l'importance de protéger nos petits pour éviter ces cas qui sont particulièrement agressifs. Diapositive suivante. Alors la vaccination, c'est assez facile. Diapositive suivante. Une fois encore. Donc, entre 11 et 15 ans, on vaccine avec une dose de vaccin ACYW. Ce que l'on ne proposera pas, parce que c'est pour les classes d'après, mais vous pourrez en parler à votre médecin et aux pharmaciens, c'est la vaccination méningocoque B que l'on fait entre 15 et 24 ans. C'est 2 doses. La possibilité de rattrapage est tout à fait faisable entre 15 et 24 ans pour la CYW si on n'a pas eu l'occasion de le faire et si vous avez des enfants un peu plus grands, des fratries de vos petits qui sont au collège. Diapositive suivante. Donc, c'est facile, une seule dose entre 11 et 14 ans pour le vaccin ACYW. J'ai vu qu'on me demandait s'il y avait des effets indésirables, si c'était bien toléré. Alors, c'est plutôt bien toléré. Ça peut faire mal au moment où on injecte. Et puis, vous savez, quand on injecte, il y a l'inflammation qui sur le site d'injection et le reflet du recrutement de nos globules blancs, de l'apprentissage par nos globules blancs à fabriquer des anticorps spécifiques contre ces bactéries. Et on peut avoir un peu de fièvre et des maux de tête, des douleurs articulaires, parce que pour communiquer, nos globules blancs, ils se parlent avec des petites molécules qui s'appellent les cytokines et qui disent, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, voilà comment est-ce qu'on doit se conformer pour pouvoir avoir le bon anticorps contre cette bactérie si elle venait à se présenter. Et bien entendu, il y a des populations qui sont plus fragiles, jeunes et adultes, qui doivent se protéger, donc ceux qui n'ont pas de rate, ceux qui ont des déficits immunitaires, qui ont des traitements un peu spécifiques, qui entraînent un risque majoré de ce type d'infection. Diapositive suivante. Donc notre rôle à nous, soignants, c'est de faire comme je suis actuellement en train de vous en parler avec le docteur Renaud Baron, une information pour que vous puissiez avoir une connaissance sur ces
pathogènes, le virus papillomavirus et les cancers qu'il entraîne, la bactérie méningocoque et les méningites, les septicémies qu'il entraîne. Simplifier aussi les choses, c'est-à-dire que pour nous, il faut que, on vous propose un parcours simplifié. On sait que c'est la course, que vous êtes, attentif à la santé de vos enfants, mais que parfois aller chez le médecin prendre un rendez-vous, c'est compliqué. Donc faciliter le parcours, c'est vacciner, là où l'enfant est et donc on va vous expliquer, le docteur Renaud Baron, comment faire pour que ça puisse se passer pendant la campagne, scolaire au collège. Merci beaucoup, docteur Cécile Janssen, pour cet exposé extrêmement clair, complet, précis, pour tous les aspects scientifiques des papillomavirus et des infections invasives à méningocoque et leur vaccination. Maintenant, je vais, en lien avec le docteur Christophe Julien, vous évoquer, vous expliquer comment va se dérouler la campagne de vaccination dans les collèges pour tous vos enfants pour cette nouvelle année scolaire 2025-2026. Alors, avant de vous parler de cette nouvelle campagne, je voulais juste revenir sur la précédente campagne et vous expliquer que pour l'instant, nous n'avons pas encore de données définitives de bilan et d'évaluation. Simplement, on sait qu'on a 610 collèges publics privés sur l'ensemble de la région qui ont participé à la campagne de vaccination HPV. Ça représente 74% des collèges de la région ARA. Et dans ce cadre, il y a 10 292 vaccins HPV qui ont été administrés aux élèves et qui se répartissent en 9 562 premières doses et 730 deuxièmes doses. Vous voyez qu'il n'y a pas autant de deuxième doses que de premières doses, mais on peut penser qu'un certain nombre de collégiens l'année dernière ont fait leur deuxième dose, soit auprès de leur médecin traitant, soit auprès d'une sage-femme, soit encore auprès des pharmaciens. Vous savez que désormais, les pharmaciens peuvent vacciner, mais également prescrire les vaccins depuis août 2023, sous réserve bien sûr qu'ils aient bénéficié d'une formation spécifique. Alors, on reprend ce calendrier vaccinal 2025 avec cette tranche d'âge 11-14 ans. Vous voyez que c'est une période clé de la vaccination des adolescents pour plusieurs vaccins. Déjà, donc le rappel, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Désormais également, et cela c'est plus récent, la recommandation depuis avril 2025, vaccination ACYW et la vaccination contre le HPV. Alors, en vous proposant à vos enfants, à tous les collégiens, cette vaccination dans les collèges, on facilite l'accès à la vaccination. D'autre part, cette vaccination, elle est entièrement gratuite. Vous n'avez pas besoin de vous rendre chez un médecin pour une prescription, d'aller à la pharmacie pour acheter ce vaccin, le conserver dans de bonnes conditions dans le réfrigérateur. Vous n'avez pas d'argent à débourser. Donc, tous ces éléments concourent pour réduire les inégalités de santé. Vous savez que c'est une préoccupation majeure actuellement, une préoccupation majeure de santé publique. Vous n'avez pas besoin non plus de prendre rendez-vous. Vous avez simplement 2 autorisations parentales à signer, une autorisation parentale pour la vaccination HPV et une autre pour celle qui concerne la méningite ACYW. Alors, cette vaccination en collège, ça fait la 3e année scolaire qu'elle est mise en place dans tous les collèges. Pour ceux qui s'en souviennent, l'annonce a été faite en février 2023 par notre président qui, lors d'une visite dans un collège de Nouvelle-Aquitaine, et au vu des très faibles couvertures vaccinales concernant le HPV, a annoncé que désormais, la vaccination HPV serait désormais généralisée dans tous les collèges à partir de la rentrée 2023-2024. Donc, on est là sur la 3e année scolaire et cette année, comme vous l'a très bien expliqué le docteur Cécile Janssen, en plus de la vaccination HPV, eh bien, on va associer une vaccination contre la méningite ACYW. Pourquoi ? Parce que cette méningite
est en recrudescence depuis fin 2022, depuis la fin de la période Covid, pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées tout à l'heure. Alors, les séances vont se dérouler à partir de janvier 2026 jusqu'en juin 2026. Et la vaccination, il n'y aura qu'une seule dose de vaccin qui sera faite entre janvier et juin, sachant que la deuxième dose, elle pourra être faite à partir de 5 mois jusqu'à 13 mois. Il faut respecter un délai de maximum 13 mois entre les deux doses. Et que cette deuxième dose, elle sera faite soit durant l'année scolaire 26-27, mais vous pouvez également faire cette deuxième dose auprès d'un pharmacien, auprès d'une sage-femme, auprès de votre médecin traitant. La vaccination contre les infections invasives ACYW, elle ne nécessite qu'une seule dose, comme on vous l'a dit déjà. Donc, cette seule dose sera faite en même temps que la vaccination HPV. Il n'y a aucun problème pour faire une co-administration. C'est possible. On fait un vaccin dans chaque bras et ainsi, on est vacciné pour plusieurs maladies, la méningite ACYW, et on est vacciné également contre les papillomavirus. Alors, le pilotage de ces campagnes de vaccination est piloté par toutes les ARS en lien avec les rectorats à l'échelon régional et en lien au niveau des départements avec ce qu'on appelle les DSDN, ce sont les directions des services départementaux de l'éducation nationale, mais également avec les centres de vaccination. Il faut bien comprendre que dans chaque département, il y a un centre de vaccination qui est habilité, qui est financé par l'ARS, et que ce centre de vaccination va mobiliser une équipe mobile pour se rendre dans tous les collèges, en tout cas tous les collèges qui auront, pour lesquels il y aura des autorisations parentales qui auront été transmises, et vont aller vacciner donc entre janvier et juin 2026. Et ça, en dehors de ces équipes mobiles, il faut bien comprendre que ces centres de vaccination qui existent dans chacun des départements ont pour mission d'offrir une vaccination gratuite de proximité pour améliorer la protection de la population, mais également augmenter les couvertures vaccinales dont on sait qu'elles sont insuffisantes, notamment chez les adolescents, chez vos adolescents. Alors, la vaccination, ça, rien ne change par rapport aux autres années. Si votre enfant si vous avez d'autres enfants dans la fratrie qui ont déjà été vaccinés, ça se fait durant le temps scolaire. Alors, très important, il faut que l'élève soit muni de son carnet de santé. Donc, on vous invite vraiment à la veille du jour J, donc de la vaccination, vous allez être informé par l'établissement scolaire, de bien mettre le carnet de santé dans le cartable, dans la sacoche de votre enfant pour éviter qu'il ne l'oublie. S'il n'a pas son carnet de santé, hélas, il ne pourra pas être vacciné, on ne pourra pas vérifier les autres vaccinations, s'il a déjà été vacciné contre le HPV, contre le méningo. Donc, quelque part, c'est une perte de chance pour votre enfant s'il a oublié son carnet de santé, carnet de vaccination. Dans chaque équipe mobile du collège, il y a au moins un médecin et une sage-femme. Il y a également, bien sûr, des infirmiers, des infirmières qui vont piquer les enfants, qui vont administrer le vaccin, mais il y a un responsable de l'équipe, ça va être soit un médecin, soit une sage-femme. Alors, il y aura possibilité, mais ça va dépendre des centres de vaccination, ça va dépendre donc des collèges. Il y aura un rattrapage possible pour les autres vaccinations. Vous vous souvenez de la carte postale que j'ai montrée précédemment, où il faut faire un rappel normalement à 11-13 ans du vaccin diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Également, c'est important de vérifier si votre enfant est bien vacciné contre la rougeole, orion, rubéole, et également contre la vaccination, par rapport à la vaccination hépatite B. Je rappelle que pour rougeole, orion, rubéole, on a depuis 2023 une recrudescence des cas de rougeole et que c'est important que votre enfant il ait bien bénéficié de 2 doses de vaccin rougeole. Après ce webinaire, si vous pouvez le vérifier, c'est important. Et s'il n'a pas,
soit il pourra peut-être en bénéficier durant au collège, soit il faut que vous alliez voir votre médecin traitant ou un pharmacien pour pouvoir faire ce vaccin. Très important, et ça, les équipes médico-scolaires au collège le savent, votre enfant, après la vaccination, il va rester 15 minutes, soit assis, soit en position allongée, hein, parce que il peut arriver ce qu'on appelle le malaise vagal, pardon. Vous avez tous fait peut-être un malaise vagal. Le malaise vagal, en fait, il est surtout lié à l'appréhension de la piqûre, de l'injection, et on le retrouve souvent chez l'adolescent. Donc, pour parler couramment, l'enfant peut tomber dans les pommes, et s'il tombe dans les pommes, il peut se faire mal. C'est surtout ça, hein. Donc, il faut que ce temps de 15 minutes, et ça, le collège et les équipes médico-scolaires le savent bien, la position allongée ou assise pendant 15 minutes. On surveille votre enfant pendant 15 minutes. Alors, c'est important, donc on a déjà parlé des autorisations parentales. Ces autorisations parentales, soit elles peuvent être remplies avec un formulaire papier, soit vous pouvez y avoir accès dans le cadre d'un logiciel qu'on appelle Colibri, hein. Donc à ce moment-là, il faut saisir les données sur ce logiciel Colibri. C'est donc une autorisation parentale dématérialisée, hein. Vous allez recevoir, en tout cas pour tous les élèves scolarisés entre la 5e et la 3e, un courrier. Vous avez peut-être déjà reçu. Certains sont déjà partis, d'autres partiront un peu plus tard de la part des collèges, avec le formulaire d'autorisation parentale qui est papier, mais vous pouvez très bien, vous préférez le saisir sur le logiciel Colibri. On vous donnera toutes les explications. Alors, c'est important, cette période entre octobre et décembre, pour que votre enfant puisse bénéficier du maximum d'informations telles que vous le recevez vous aujourd'hui en tant que parent. Peut-être que vous pourrez leur transmettre ces informations que vous avez reçues ce soir. Mais normalement, nous, on compte bien sur les enseignants de SVT, les infirmières, les médecins scolaires pour expliquer ce que c'est que le HPV, qu'est-ce que c'est que la méningite ACYW, pour inciter vos enfants à se faire vacciner. Mais il faut aussi qu'on puisse inciter vous-même en tant que parent, faire en sorte que vos enfants puissent se faire vacciner. C'est important, c'est vous qui décidez au final dans le cadre de cette autorisation parentale. Alors, il y a un certain nombre d'outils qui sont mis à notre disposition. Alors, pour le HPV, c'est les mêmes outils que l'année dernière. C'est des outils qui sont faits par l'INCa, l'Institut national de lutte contre le cancer. Donc, il y a un dépliant contre le HPV, il y a des dossiers pédagogiques, hein. Donc, c'est des documents qui sont à destination des enseignants, mais également des élèves. Sur notre site ARS, de l'ARS ARA, on a une page actualisée, hein, sur la vaccination HPV et méningo. Et puis, il y aura la possibilité de revoir ce webinaire, sachant que nous allons également en faire 2 autres début décembre, également pour les parents, également pour les enseignants. Pour pour le HPV, donc toujours, il y a une info dynamique pour qu'on comprenne les HPV. Il y a des campagnes nationales et régionales qui vont avoir lieu prochainement, hein. Et pour les enfants, pour vos enfants, il y a un journal d'information qui s'appelle « Tout savoir sur la vaccination contre les HPV » et un espace spécial enfant « Je comprends les cancers et je m'en protège ». Concernant la méningite et les septicémies à méningocoque, hein, donc les infections invasives à méningocoque, on a aussi les outils de Santé publique France, hein, 5 bonnes raisons de se faire vacciner. Donc, vous voyez le recto et ici le verso. Tous ces outils sont téléchargeables et peuvent être vus sur le site de Santé publique France, hein, qui les met à votre disposition.
et peut-être également que ces flyers vous sont remis avec l'autorisation parentale par le collège où est scolarisé votre enfant. Voilà, tous ces outils donc pour la méningite. La carte du calendrier simplifié, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, les replays des webinaires qui seront disponibles prochainement sur notre site dans quelques jours, plutôt 1 ou 2 semaines normalement. Il y a aussi, il est prévu des communications nationales. Je voudrais notamment signaler le témoignage et le grand témoin qui est Théo Curin. Peut-être que vous avez dû entendre parler de Théo Curin, qui est un jeune homme de 25 ans qui a eu une méningite à l'âge de 6 ans et qui a été amputé des 4 membres. Actuellement, il est animateur TV, c'est aussi un ancien nageur paralympique et dans le cadre d'une vidéo, il fait part de son témoignage. Il y a une version longue, une version courte qui est largement diffusée sur l'ensemble des réseaux sociaux. Voilà, c'est un grand témoin extrêmement courageux. Voilà, donc nous avons terminé notre présentation, Dr Cécile Janssen, moi-même et le Dr Christophe Julien. Nous allons donc pouvoir répondre à vos questions, mais il faut que vous sachiez que vous pourrez poser vos questions après le webinaire à l'adresse qui s'affiche. Sur le site de l'ARS, plusieurs informations, nous l'avons déjà dit. Vous avez également le site de l'Institut national de cancer et puis le site de Santé publique France où vous avez beaucoup d'informations sur les maladies infectieuses, dont les infections à méningocoque. Voilà, écoutez, nous vous remercions pour votre attention. Je vais arrêter le partage et nous allons pouvoir répondre à vos questions, Dr Christophe Julien, moi-même et le Dr Janssen. J'ai noté les questions. Alors déjà, merci beaucoup au Dr Cécile Janssen pour sa présentation et puis merci à toi également, Dr Renaud Baron. Donc j'ai noté des questions. Il y a beaucoup de questions, énormément de questions, plutôt sur la vaccination HPV que sur le vaccin méningo. Et puis quelques questions là moins scientifiques, des questions sur l'organisation. Donc on va commencer sur les questions. Donc beaucoup de questions sur les effets secondaires. Donc là, je cite pas les auteurs parce que je les ai pas forcément relevés. Donc une personne demandait s'il y avait eu des études sur la vaccination HPV et son lien avec l'endométriose. Des personnes ont demandé et notamment Sébastien, l'irrigation contre le HPV et une autre personne a parlé d'effets secondaires, ce qui est plus juste. Donc, si ces effets secondaires concernant la vaccination contre le HPV sont bien documentés. Et puis, donc là, mais c'est une autre question, mais qui concerne la vaccination contre l'hépatite B, c'était le lien entre vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Voilà les questions concernant les effets secondaires. Alors, merci pour ces j'en rajoute une. Oui. Donc, une autre personne qui demandait effectivement si c'était vraiment sécure de faire les 2 vaccinations HPV et méningo le même jour. Donc, alors, répondons de façon sérieuse. Y a-t-il des données et une surveillance, parce que j'ai lu aussi les questions que vous posiez en même temps que le docteur Julien y répondait au fil de l'eau. Donc, y a-t-il une surveillance des effets secondaires? Donc oui, il y a une agence, l'Agence nationale du médicament, qui a un bureau régional, donc dans chaque région, pour récolter toutes les déclarations. Si, par exemple, on a des boutons suite à la prise d'un médicament, si on a une réaction allergique suite à la prise d'un médicament, et donc forcément les vaccins sont surveillés, et comme tous les autres médicaments. Et donc, on a un bon recul sur des effets indésirables et des effets secondaires qui pourraient exister, bien entendu, avant même
d'autoriser un médicament à être mis sur le marché. Il y a des études qui sont faites de façon à ce que les autorités sanitaires puissent s'assurer que on est sur une proposition de traitement préventif qui soit très rassurant. Alors, il existe des effets secondaires. Ça n'existe pas un médicament qui n'a pas d'effets secondaires. N'importe quel médicament a des effets secondaires. Par contre, vous étiez très inquiet sur certains points. Alors, l'endométriose, il n'y a pas de lien retrouvé scientifiquement entre la vaccination papillomavirus et l'endométriose. Qu'est-ce que j'entends par là? Il n'y a pas d'études qui démontrent scientifiquement qu'il y a plus d'endométriose chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées. De même, il n'y a pas de lien qui ait été retrouvé entre sclérose en plaques et vaccin de l'hépatite B. On en a beaucoup entendu parler parce qu'il y a eu à une époque un doute, et ce doute était une erreur qui a été insufflée. Il y a eu 20 ans d'études sur cette question par pas uniquement les autorités sanitaires, mais même les chercheurs scientifiques qui voulaient répondre à cette question. Il n'y a pas de lien qui a été retrouvé. Aujourd'hui, les gens qui ont des scléroses en plaques se font vacciner de façon à se protéger contre ces infections. Et il n'y a pas non plus alors, il y a eu une très très grosse étude sur vaccin papillomavirus qui a été fait en France par la sécurité sociale et qui n'a pas retrouvé de lien avec des problématiques de santé particulières. Alors, bien entendu, là, je vous parle en tant que scientifique. Maintenant, je vais aussi vous parler en tant que maman. Alors, je crois que je connais très, très bien les études sur les différents vaccins. Si j'avais un quelconque doute, je ne ferais pas vacciner mes enfants. J'ai 3 enfants qui sont parfaitement bien vaccinés, dont une fille qui est à Grenoble et qui a été en contact avec la méningite à méningocoque B. J'étais ravie de l'avoir vaccinée puisqu'il y a eu une épidémie à la faculté de Grenoble l'année dernière. Et de même, j'ai une enfant qui a l'âge de vos enfants, qui est en 4e et que j'ai vaccinée en 5e et qui aura sa 2e dose, je pense, au collège, parce qu'elle avait envie de se faire vacciner par le collège, pas par sa maman. Donc voilà, je peux comprendre tout à fait ces questions, je peux comprendre tout à fait ces inquiétudes. Souvent, elles viennent d'histoires familiales qui ont ensuite créé des interrogations, mais voilà, il faut en discuter si vous avez bien entendu des questions avec vos médecins respectifs. Merci. Il y a des questions sur le mode de transmission des HPV. Donc, savoir notamment si ça se transmettait. Donc, quels sont les modes de transmission? Savoir Alors, si ça se transmettait, alors plus précisément, si ça ouais, pouvait se transmettre aux toilettes et ouais. s'il y avait aussi une transmission intrafamiliale. Alors, donc c'est des bonnes questions. Donc le papillomavirus, c'est le contact qui va faire qu'on se transmet le virus. C'est essentiellement, comme vous l'avez compris, un virus qui va se poser sur les muqueuses et donc il peut être transmis au moment d'un contact plutôt muqueux. Il n'y a pas de transmission par le biais des toilettes, il n'y a pas de transmission par le biais de la douche. Il peut y avoir une transmission par le biais d'objets qui ont été en contact avec le virus, la muqueuse, mais ça reste rare parce que ça voudrait dire qu'on n'aurait pas lavé l'objet et qu'on se le serait remis sur une muqueuse. Bref, tout ça, c'est assez rare. La plupart du temps, ça va être de la contamination vraiment sur des contacts très rapprochés. Donc, même en intrafamilial, ça reste rare. Attention, il y a 200, vous l'avez compris, papillomavirus et 120 qui peuvent être transmis à l'homme. Donc, il y en a qui ne seront pas forcément transmis pour donner du cancer et qui peuvent donner des petites verrues. Et donc, oui, on peut avoir aussi certains par contact muqueux type baiser, mais ça reste rare. La plupart du temps, ça reste contact sexuel. Donc, il y a un parent dont l'enfant a été vacciné par le Nesvax, donc méningite C. Donc, elle voulait savoir si son enfant devait se faire vacciner contre le ACWY. Oui, les recommandations sont claires. Toute personne qui a déjà été vaccinée contre le C, comme vous l'avez vu, le C circule vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que les autres maintenant. Et donc, il faut protéger votre enfant avec une dose de ACYW. Une question concernant, là aussi, donc là, c'est le parent, donc l'enfant a été vacciné contre le ACWY entre 5 et 11 ans et a eu même un vaccin contre le méningo B avant 15 ans.
Donc, il voulait savoir les dates des prochains rappels, puisque ces 2 vaccinations ont été faites avant la date recommandée. Alors, pour le ACYW qui a été fait entre 5 et 11 ans, oui, il faut prévoir une dose entre 11 et 14 ou un rattrapage entre 15-24. Mais quoi qu'il en soit, oui, il faut entre 11 et 24 ans qu'il y ait une dose de vaccin. Moi, je recommande un peu, enfin, le plus tôt possible de façon à ce qu'il soit protégé. Et puis, je suis désolée, C'est le méningo-B sur le méningo B de avant même. 15 ans. Donc, si le méningo B a été fait avant 15 ans, ce qui est recommandé, c'est de vacciner après 15 ans. Alors, on peut, si on connaît un petit peu la vaccinologie, on peut faire un schéma avec une dose parce que ça va relancer l'immunité, hein. Notre immunité vaccinale, ben, elle nous permet d'apprendre à notre système immunitaire de fabriquer les anticorps adaptés. Et avec une dose, on peut faire remonter les anticorps parce qu'il n'est plus naïf. Il a appris notre système immunitaire à nous protéger contre ces bactéries. Mais oui, il faut relancer l'immunité, sachant qu'il n'y a pas de risque à se faire vacciner avec une dose en plus si on a été vacciné entre 5-11 ou avant 15 ans. Une question donc, concernant la vaccination contre les HPV, donc le délai entre les 2 injections. Alors, l'idéal, c'est 6 mois, hein, puisqu'on a un premier apprentissage de notre système immunitaire. Et puis, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais en gros, pour qu'il fonctionne bien et qu'il soit efficace dans le temps, c'est-à-dire qu'il soit plus prolongé pendant un grand nombre d'années, eh bien, on refait une dose 6 mois plus tard. Question, donc savoir s'il était possible de tester la présence du HPV, et notamment, donc c'est une autre question, savoir si le frottis permettait de dépister le HPV ou simplement une dysplasie. Pourquoi vacciner entre 11 et 13 ans, et si un jeune n'a pas encore débuté son activité sexuelle, donc pourquoi ne pas attendre plus longtemps? Alors, très, très bonne question. Donc, la première question, c'est non, le frottis ne va pas retrouver, on fait pas sur le frottis, on va aller chercher des cellules et donc on va aller chercher la cellule qui aura déjà été transformée. Donc, ça veut dire que certaines personnes pensent que le dépistage, ça suffit. Bah, c'est un choix comme un autre, mais en gros, moi, je préfère que mes enfants, j'ai 3 filles, je préfère que mes enfants soient vaccinés de façon à ce qu'elles n'attrapent pas le papillomavirus, qu'on ne retrouve pas de cellules anormales lorsqu'elles se font suivre au niveau gynécologique. Et donc là, on va chercher la cellule anormale. Effectivement, il existe ce qu'on appelle des PCR locales, hein. Vous avez une diapositive où je vous expliquais ça un peu rapidement, je vous l'avoue. Et donc là, on peut aller rechercher le virus, mais ça veut dire qu'on l'a déjà. Donc ça veut dire que la seule chose qu'on va faire, c'est observer et aller enlever les verrues et les cellules cancéreuses et parfois le col de l'utérus ou l'utérus si jamais il y a un cancer. Donc en gros, l'idée du vaccin, c'est d'éviter d'attraper le virus et donc d'éviter de faire la maladie. Il faut savoir que l'Australie, là, a notifié qu'ils avaient éradiqué pour eux, d'ici 3 ans, le cancer du col de l'utérus et une grande partie des cancers oropharyngés chez eux, parce que ça fait 17 ans qu'ils vaccinent, hein, et puis ils n'ont pas pris de pincettes avec. D'abord, on vaccine les filles, puis après, on vaccine les garçons. Ils ont vacciné tout le monde tout de suite. Et donc, ça marche très, très bien. Comme je vous l'ai montré, malheureusement, on est un peu en retard. Donc, il y a justement une question qui fait un lien avec ta réponse. Donc, une personne a demandé si la vaccination contre les HPV avait eu donc une incidence sur la disparition des cancers chez les garçons. Alors, oui, en fait, on observe ce sont des données internationales puisqu'il y a comme je viens de vous le dire, des pays qui ont déjà, quasiment, la totalité de la population de leurs enfants qui sont protégés et donc on voit une diminution des cancers de façon globale sur toute la population. Il y a eu une question qui dit: «Mais alors, est-ce qu'on vaccine le garçon pour protéger la fille?» Alors oui, on vaccine le garçon pour protéger la fille, mais on vaccine aussi la fille pour protéger le garçon, puisque ce sont des transmissions des virus entre filles et garçons, ou entre garçons et garçons, ou entre filles et filles. Et pourquoi est-ce qu'on vaccine pas plus tard? Justement pour éviter qu'il y ait eu ce contact avec ce virus, parce que l'idée, c'est que l'on n'ait pas le virus et on a un système immunitaire qui empêche le virus de rentrer dans nos cellules et d'entraîner les dégâts que je vous ai décrits. Une question, mais peut-être plus pour Anne-Sophie ou également pour moi. Donc, c'était voilà pourquoi il n'y a pas de vaccination contre la coqueluche en collège.
Tu l'as un peu Alors, abordé. c'est vrai qu'elle a pu être faite dans les 2 précédentes campagnes. Hein. La coqueluche est associée à la diphtérie, tétanos, polio. Donc, un seul vaccin vous permet d'être protégé contre 4 maladies, dont la coqueluche, qui est actuellement, effectivement, en tout cas en 2024, on a connu une forte recrudescence de coqueluche en Ara, mais également dans toute la France. En fait, elle pourra être peut-être proposée dans certains collèges, mais si vous voulez, c'est un problème logistique. Pour le centre de vaccination, l'équipe mobile qui se déplace dans le collège, il faut qu'ils viennent avec le vaccin HPV pour tous les collégiens qui ont une autorisation parentale, le vaccin contre les infections invasives ACYW et en plus, vaccin coqueluche, mais également, pourquoi pas, le vaccin rougeole, oreille, rubéole, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a une mauvaise couverture vaccinale actuellement chez les jeunes. Souvent, ils n'ont pas reçu 2 doses, ce qui explique aussi la recrudescence. Donc, on ne peut pas tout faire. Et puis, peut-être que certains jeunes auraient peut-être une appréhension de recevoir 3 injections, 2 injections, une dans chaque bras. Bon, on peut en faire une 3e dans la fesse. Il n'y a aucun problème. Pas d'effet secondaire, ça vous a bien été démontré. Voilà, à ce moment-là, ce que nous, on conseille à l'équipe médico-scolaire, c'est de vérifier le carnet de vaccination de santé de votre enfant et de voir s'il est à jour de coqueluche, de rougeole, oreillon, rubéole. Hein. Et s'il n'est pas à jour, eh bien, soit de faire une prescription, soit de glisser un petit papier dans le carnet de vaccination en disant, eh bien, il faut faire une vaccination et on dit à l'enfant de se rendre auprès d'un pharmacien ou auprès de son médecin, bien sûr, via vous-même, par l'intermédiaire accompagné par vous, parents. Hein. Donc ça, c'est… voilà, on aimerait pouvoir faire toutes les vaccinations en collège. Hein. C'est une opportunité extraordinaire. On a les enfants sous la main. Voilà. Après, comme vous pouvez l'imaginer, au niveau organisationnel et logistique, il faut que ça puisse suivre. Hein. J'ai vu une question qui nous concerne également par rapport à l'information. Vous allez recevoir une information du collège. Hein, normalement, vous allez recevoir un courrier qui va vous être adressé plutôt par l'éducation nationale. Soit certains parents l'ont déjà reçu, soit vous allez le recevoir. Mais normalement, ces courriers partent des établissements scolaires. Hein. Donc, voilà. Je voulais aussi, il y a une question, est-ce que le HPV est également pour les garçons? Oui, la vaccination HPV pour les garçons est désormais recommandée depuis 2022. Hein. Donc, les filles et les garçons sont concernés par la vaccination HPV. Dr Cécile Janssen vous a très bien démontré le risque de cancer de la gorge, surtout chez les garçons, donc liés au HPV. Je voudrais relever dans le chat une remarque de Florence que je trouve tout à fait pertinente. Dépistage versus vaccination. C'est vrai que le dépistage, c'est bien, mais lorsqu'on dépiste une lésion, ça peut être trop tard, alors que la vaccination, c'est une prévention primaire. On vient en amont et on permet ainsi d'éviter de contracter donc un cancer du col, par exemple, ou un cancer ORL. Hein, donc, c'est Florence qui dit, je dirais justement que la vaccination est la stratégie numéro 1. Souvent, le dépistage est trop tard. Je trouve ça tout à fait juste et je voudrais le souligner. Non, mais en dehors des cancers, le papillomavirus, comme l'a dit le docteur Janssen, peut entraîner ce qu'on appelle les condylomes, les verrues des condylomes, qui peuvent être, ça peut être délabrant, ça peut être douloureux. Le traitement n'est pas anodin et ça peut entraîner un handicap psychologique pour l'enfant. Donc, sans aller jusqu'aux lésions cancéreuses, il y a quand même des lésions qui sont plus fréquentes, qu'on appelle condylomes, qui sont gênantes, douloureuses pour les enfants. Concernant l'organisation, donc l'organisation, elle sera un peu différente d'un département à l'autre. Hein. Au niveau de chaque département, il y a un COPIL qui se met en place avec la délégation départementale de l'ARS, avec les centres de vaccination qui vont venir vacciner au sein des collèges et avec les DSN.
Et là, donc, voilà, c'est après, au niveau de chaque département, que l'organisation proprement dite, le calendrier des vaccinations, à quel moment dans tel collège l'équipe du centre de vaccination va venir, tout ça, c'est déployé au niveau départemental. Et effectivement, certains centres de vaccination peuvent faire directement les autres rappels, hein, en dehors et d'autres vont orienter vers la ville ou vont faire une prescription pour que l'enfant fasse ses rappels en ville. Donc, il y a des organisations un peu différentes en fonction des équipes du terrain. Il y avait une question, Anne-Sophie, sur l'autorisation parentale. Donc, savoir s'il fallait bien que les deux parents signent, mais derrière, il y a un piège, c'est-à-dire, voilà, si un des parents est opposé, voilà, comment faire? C'est vrai que dans les cas où les parents sont séparés, il est difficile d'avoir deux signatures, surtout lorsque les deux parents sont éloignés géographiquement. Donc, ce qui est proposé, c'est que le parent qui signe, il peut signer pour le conjoint absent, sous réserve, bien sûr, qu'il soit assuré que le conjoint n'est pas opposé à la vaccination de son enfant. Donc, si vous voulez, il n'y a pas un obstacle à la vaccination si les deux parents n'ont pas signé. Donc, un parent peut signer pour l'autre parent. Hein, voilà. Donc, c'est quand même un fonctionnement assez souple parce que si on avait demandé deux signatures séparées, on aurait peu d'autorisation parentale. Valable, on va dire. Pour compléter, le parent qui signe s'engage sur l'honneur en disant que effectivement l'autre parent qui ne signe pas n'est pas opposé à la vaccination. Après, le problème soulevé par une des mamans, c'est effectivement si un des deux s'oppose à la vaccination, ben là le problème ça relève du juge des enfants. C'est très compliqué. Il y a une question pour le docteur Cécile Janssen qui revient fréquemment, en tout cas à nous dans nos échanges. Pourquoi le vaccin ACYW est-il favorisé par rapport à la vaccination méningocoque B, hein? Alors, voilà. ouais. Il y a des explications, elles ne sont pas évidentes. Il n'est pas favorisé, hein, donc l'ACYW est recommandé entre 11 et 14, et si ça n'a pas été fait, on fait le rattrapage jusqu'à 24 ans, mais sinon c'est entre 11 et 14 qu'on recommande, et le B est recommandé entre 15 et 24, un peu plus tard, avec les 2 doses. Donc les 2 vaccins seront proposés pour vos enfants, jeunes adolescents et jeunes adultes. C'est une question d'épidémiologie, d'observation des moments où c'est le plus pertinent, et puis de mode de fonctionnement de chaque vaccin. Voilà, mais il ne vous sera pas proposé au collège. Vous pourrez le faire, mais en dehors du collège. Hein, voilà. Et je redis, parce que j'ai vu que c'est ressorti, hein, quand on a fait faire un vaccin tout petit à son enfant pendant la vaccination obligatoire, ça a bien couvert la période de la petite enfance. On refait le vaccin comme tétanos, diphtérie, coqueluche, polio, méningo, ACYW et papillomavirus pour la période 11-14. Alors, pour Samira, effectivement, il est bien précisé que l'accord des deux parents est indispensable, mais si un des deux parents ne peut pas signer, le seul signataire s'engage, donc va signer pour les deux, mais reconnaît que l'autre parent est d'accord. Donc voilà, en gros, l'accord des deux parents sur le papier n'est pas forcément indispensable. Donc peut-on faire les deux vaccins ACWY et B le même jour? Ouais. Il y a plusieurs questions là-dessus. Alors, la co-administration vaccinale, on le fait très régulièrement. Après, c'est un choix qui peut être celui de l'enfant, celui du parent, des histoires de confort. Mais voilà, je pense que c'est plus sympa qu'on fasse une séance vaccinale où les 2 vaccins, papillomavirus, méningocoque, sont injectés en même temps. Et si vous allez voir votre médecin traitant et qui vous dit là, on fait le rattrapage, on n'a pas fait à 11-14, donc je fais le rattrapage après 15 ans, il nous arrive de vacciner avec 3 vaccins, et pas de souci, ça se passe bien.
La notion d'immunité, c'est des microscopiques doses de protéines qui sont présentées à notre système immunitaire et qui fabriquent les anticorps à partir de là. Donc, on n'a aucun souci pour pouvoir être vacciné avec 2 vaccins en même temps. Aucun problème. Alors, il y a une question. Donc, si mon enfant est vacciné à CWY, comment est libellé le nom sur le carnet de santé? Je pense qu'elle veut avoir le nom commercial du vaccin à CWY. Alors, ouais. Alors normalement, ça peut être, il y a différents vaccins, mais ça sera probablement Nimenrix qui va être utilisé, hein, c'est ça, Anne-Sophie? Oui, Nimenrix ou Menveo Alors ça peut être Menveo, ou Nimenrix et Menquafi. il y a trois possibles produits. Mais ça Je sera, crois. en collège, ça sera essentiellement, je crois, le Nimenrix, hein. Nimenrix Ouais. ou le Menquafi. Si vous Bon, voulez sachant vérifier que... déjà si votre enfant a été vacciné, peut-être, voilà. On balaye encore les dernières. Alors les attention, un effets Gardasil, c'est bien papillomavirus, hein, ça vient de vous être expliqué. Oui, le Gardasil, c'est un œuf valent, donc ça va protéger essentiellement contre les plus agressifs des papillomavirus. Et puis après, il y a une protection croisée, mais c'est essentiellement les protections contre les papillomavirus les plus agressifs. Et puis, il y avait quelques données qui étaient demandées sur, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un boost? Un boost, c'est justement ce que je vous expliquais. En termes d'immunité, ça va faire travailler l'immunité qu'on dit de fond cellulaire avec une immunité qui va permettre de maintenir l'efficacité immunitaire pendant de nombreuses années. Et puis, la notion d'efficacité vaccinale, où est-ce que vous pouvez trouver l'information? Alors, il y a vraiment beaucoup de données. Il y a les données qui sont les plus simples d'accès que vous pouvez demander à votre médecin traitant, à l'infirmière scolaire, bien sûr. Et sinon, vous pouvez tout simplement interroger les sites que vous a montré le docteur Renaud Baron, puisque sur ces sites, il y a pas mal de données aussi sur les études scientifiques qui ont permis de décider quelles étaient les meilleures recommandations, qui sont des recommandations internationales. On est vraiment comme dans la plupart des pays à l'international, on suit vraiment les recommandations de façon assez similaire. Et la notion qui est souvent aussi posée, c'est la notion de rapport sexuel et de papillomavirus. Une fois encore, c'est des choses complètement différentes. On ne protège pas contre le rapport sexuel, on protège contre la transformation cellulaire au contact du virus. Donc en fait, on veut justement qu'ils aient pas du tout encore même entendu parler de sexualité, et on veut que leur système immunitaire leur permette, au moment où ils vivront leur sexualité, y compris quand c'est dans 20 ans, qu'ils puissent être protégés. D'autres personnes ont dit, est-ce que se faire vacciner alors qu'on a déjà contracté un virus, un papillomavirus, c'est intéressant? Alors, quand on est dans les âges de référence, c'est intéressant parce que, comme vous l'avez compris, il y a plusieurs papillomavirus. Donc malheureusement, il y en a un qu'on aura contracté, mais on peut se protéger contre les autres. Et après, par contre, après l'âge de 27 ans, on a un bénéfice qui existe probablement, mais qui ne sera pas pris en charge par la sécurité sociale, et qui aujourd'hui est plutôt à l'étude sur justement limiter le risque de récidive, soit des cancers, soit des condylomes. Donc on veut vacciner le plus tôt possible pour se protéger de tout ça. Alors, il y a des questions sur donc, le fait d'être adulte et de se vacciner contre les HPV. Alors, les études sont en cours. Il y a quelques données qui sont intéressantes et qui sont utilisées. Certains de nos confrères, par exemple les Espagnols, ils vaccinent très tard. Si jamais on n'est pas porteur de papillomavirus sur les prélèvements, ils vaccinent encore. Les Américains, ils vaccinent très tard. Si on n'est pas porteur de papillomavirus, ils vaccinent encore. Nous, vraiment, on va avoir une prise en charge essentiellement pour éviter de le contracter, surtout donc très en amont. Et avec la meilleure des immunités, parce que l'enfant, il répond encore mieux que nous au vaccin. Nous, on a un système immunitaire qui est vieillissant, hein, qui répond moins bien. En France, on peut vacciner les garçons jusqu'à 26 ans. Donc, bon, les recommandations parlent de garçons qui ont des relations sexuelles avec d'autres garçons, mais on n'interroge pas, on ne va pas interroger les jeunes sur Ah non, ça c'est fini. Alors, je suis désolée, hein, docteur Julien, ça c'est fini. En fait, Oui, depuis cet été, c'est tout le monde. C'est-à-dire que c'est garçons et filles. Ouais. Il y a les recommandations, effectivement, de la Haute Autorité de Santé qui permettent le rattrapage vaccinal des filles jusqu'à 26 ans, mais donc, ce n'est pas encore passé dans le calendrier vaccinal. Donc, et ce n'est pas encore remboursé chez les filles jusqu'à 26 ans.
Voilà, mais effectivement… On attend en fait l'arrêté de remboursement. Ouais. Voilà, on attend les prochaines recommandations. Donc effectivement, normalement, le rattrapage pourra se faire chez les filles et les garçons jusqu'à 26 ans. Donc là, on est adulte. Les possibilités de remboursement actuelles sont simplement chez le garçon. Chez les filles, le rattrapage, c'est jusqu'à 27 ans, et puis chez la fille jusqu'à 19 ans révolus. Ouais. Mais ça devrait changer. Oui. Donc, mais c'est possible de le faire, oui. Il y a une question sur la logistique. Est-ce que la campagne aurait, dans les collèges, a lieu plutôt le vendredi pour laisser le week-end de repos aux enfants? Alors ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'organisation des centres de vaccination et des équipes mobiles qui, en fonction de leur disponibilité, font leur planification dans les différents collèges. Donc, il pourra y avoir des séances le vendredi, mais c'est pas garanti. C'est pas garanti du tout. Voilà. Je crois qu'on a quand même, on a pratiquement répondu à comment peut-on connaître les dates exactes de vaccination. Donc, le planning va vous être communiqué normalement par votre collège, hein, par votre établissement scolaire, si c'est ça que vous demandez, Samira. Hein. Voilà, c'est en train d'être établi. Et elle ne démarre qu'en janvier 2026. Hein, elle ne démarre que dans 2 mois et demi. Hein, donc, il y a encore un petit peu de temps pour que vous ayez cette information. Je crois qu'on a, hein, Christophe, je crois qu'on a fait le tour de toutes les… Donc, il y avait une maman, bon, là, c'est assez personnel, donc il demandait si la vaccination était recommandée en présence d'auto-anticorps chez l'adolescent. Alors, très intéressant. Au contraire, il faut ne pas hésiter à vacciner les gens qui ont des maladies auto-immunes parce qu'ils vont être sous immunosuppresseurs, ils sont plus à risque d'avoir des maladies infectieuses, virales ou bactériennes. Donc, on anticipe la mise en place de traitements immunosuppresseurs et moi, je vois beaucoup de gens comme ça en consultation qui sont des gens que l'on protège en amont. Ok, bah écoutez, bien, écoutez, Christophe, peut-être qu'il est bientôt… Je voulais un peu… Où peut-on trouver le calendrier à jour sur le site de Santé publique France. Hein. Voilà. Ouais. Là, je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. En tout cas, merci beaucoup au docteur Janssen et Renaud Baron. Et puis, merci aussi beaucoup à vous de vous être connectés. Là, il y a eu plus de 150 personnes connectées. Et puis, voilà, vous montrez l'intérêt que vous avez pour la vaccination. Vos questions, vos doutes, c'est tout à fait normal. J'espère qu'on a pu lever ces doutes. Et puis, en tout cas, vous êtes venus, c'est très bien. Vous nous avez écoutés, vous avez posé de bonnes questions. Donc, nous pouvons être satisfaits de cet échange. Cécile, Anne-Sophie, est-ce que vous voulez… Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Et merci au docteur Cécile Janssen pour son expertise et encore pour tous les éclairages qu'elle nous a apportés au cours des échanges là dans cette dernière demi-heure encore, en plus de l'exposé. Merci beaucoup. Au revoir à tous. On va clôturer, on va se déconnecter et nous vous souhaitons une très bonne soirée.